Chers amis cinéphiles, cela faisait un petit moment que je n'étais pas passé par les salles obscures, comme vous avez pu le constater, mais quel plaisir de vous retrouver pour vous parler d'un film japonais sorti tout récemment, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Le mal n'existe pas. Salut à tous et bienvenue dans le film du vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Le mal n'existe pas, le nouveau film du cinéaste japonais Ryosuke Hamaguchi, à qui l'on doit le très bon Drive My Car, sorti en 2021 et que j'avais rattrapé après coup. Un film conséquent, 3 heures tout pile, sur un acteur veuf qui se faisait conduire en voiture par une jeune femme de 20 ans. Au fur et à mesure des discussions, les personnages se révélaient à eux-mêmes et c'était assez beau, évidemment, pour le spectateur de découvrir leur histoire tragique respective, donc un film assez touchant. Il y a eu par la suite, évidemment, Contes du hasard et autres fantaisies, qui certes est un long métrage, mais qui réunit en réalité 3 courts-métrages mis bout à bout sur le thème de l'inattendu, du malentendu, et évidemment du hasard et de l'imaginaire, comme le sous-entend son titre. Alors moi j'avais plutôt apprécié, hein, mais c'est vrai qu'il y avait surtout 2 histoires sur les 3 qui m'avaient plutôt intéressé. Et voilà, je ne sais plus si c'était la 2e ou la 3e, bref, il y en a une sur les 3 que j'avais trouvé un petit peu en dessous. Mais c'est un film intéressant que je vous recommande et d'ailleurs j'y avais consacré une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne bien entendu, je vous mets le lien juste ici. Et fatalement j'étais curieux de découvrir son nouveau film, Le mal n'existe pas, ne serait-ce d'abord que pour son affiche, regardez un petit peu le choix des couleurs et de cette lumière pour décrire les thèmes de son film, que vous devinez déjà, donc sur l'environnement, sur la nature, sur l'écologie. Donc c'est l'histoire de Takumi qui vit paisiblement avec sa fille de 8 ans dans un village proche de Tokyo. Et Takumi, sur place, un petit peu l'homme à tout faire, hein, il découpe du bois, il récupère l'eau de source de la rivière pour les mettre dans des bidons et la redistribuer aux villageois, notamment une jeune restauratrice sur place en a besoin pour la cuisson de ses udon. Donc voilà, ils vivent un petit peu en autosuffisance, ils vivent paisiblement en fait eh bien, dans leur village. Et du jour au lendemain, une entreprise de glamping, hein, donc de camping plus, hein, VIP, va débarquer eh bien, pour eh bien, leur présenter leur projet de construction donc, de ce camping glamping, donc, qui est la contraction en fait, des termes glamour et camping, et qui va évidemment inquiéter tout le village, puisque évidemment la construction d'un tel projet va forcément avoir un impact sur l'environnement et sur les ressources naturelles sur place. Voilà. Donc une grande réunion est organisée afin de présenter, hein, c'est vraiment une présentation PowerPoint, hein, vous verrez, eh bien, du projet, et donc cette réunion est censée justement permettre de rencontrer les personnes sur place, hein, les locaux, les ruraux, et qui puissent poser leurs questions justement à ces 2 représentants en communication envoyés par l'entreprise de glamping qui s'appelle donc Takahashi, interprété par Ryoji Kosaka, et Mayuzumi, interprété par Ayaka Shibutani. Donc voilà, Takahashi et Mayuzumi sont les 2 personnes chargées eh bien, de négocier, hein, parce que c'est presque ça, c'est surtout ça, c'est de la négociation en fait sur place, puisque le projet va de toute manière se faire, puisque l'idée c'est en fait pour l'entreprise de profiter des subventions Covid, hein, nous sommes en période Covid, de profiter eh bien, du timing qui est imparti pour bénéficier des subventions Covid et pouvoir donc présenter, eh bien, ouvrir le glamping pour l'été. Voilà. Donc de toute manière, le projet va se faire, donc c'est plus une négociation, c'est plus pour que dans la forme, avec cette communication, ces agents en communication, eh bien, puissent apaiser un petit peu les tensions, essayer de s'intéresser un peu aux locaux sur place, voilà, aux villageois. Donc voilà, donc ça va être intéressant parce qu'on va sentir petit à petit que Takahashi et sa collègue Mayuzumi, eh bien, petit à petit, vont quand même être curieux, s'intéresser au village, s'intéresser à la vie de ces gens, et vont commencer peut-être même eux à avoir envie peut-être de vivre sur place, de changer de vie, de quitter leur job, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, on sent qu'avec leur hiérarchie, la négociation est compliquée. Ils n'ont pas de mauvaises intentions, si vous voulez, ces agents de communication. Ils sont là parce qu'ils sont envoyés, mais quand ils remontent les problèmes à leur supérieur, donc qui est le PDG de l'entreprise, hein, si je ne m'abuse, voilà, on sent que de toute manière, il ne veut pas entendre, voilà, il veut rien entendre, son projet va se faire, donc l'idée c'est vraiment de calmer les tensions et juste finalement d'acheter la paix sociale.
social, hein, on pourrait dire ça comme ça, avec les villageois. Donc voilà, donc Takumi, hein, qui est justement loin d'être dupe, hein, va forcément sentir un petit peu la supercherie. Mais voilà, on va essayer, petit à petit, Takahashi va essayer de lui proposer un job dans le futur glamping, il va essayer de lui montrer qu'il peut avoir, qu'il peut avoir quelque chose à y gagner finalement à la construction de ce projet hôtelier, hein, on pourrait dire, quasiment. Et donc voilà, donc il va y avoir un discours là-dessus. Voilà, une rencontre assez improbable, des moments qui vont être un peu cocasses aussi pour le spectateur, hein, c'est assez bien vu, vous verrez Hamaguchi dans sa manière de présenter le thème de son film, va utiliser beaucoup les non-dits, notamment, qui vont montrer qu'il y a dans ce mal, hein, comme le titre l'indique, ce mal qui est sous-jacent, c'est-à-dire que, en fait, l'être humain, parfois ce film va montrer que l'être humain, parfois, croit faire le bien, voilà, et en réalité, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où voilà, il va avoir l'impression de faire le bien, mais en réalité, il ne se rend pas compte, peut-être qu'il est en train de faire du mal à tout un village, parce que justement, Takumi essaie, coûte que coûte, de convaincre Takahashi de déplacer en fait la fosse septique qui est censée être plutôt en amont du village et qui aurait des conséquences parce que forcément les eaux usées en fait découleraient sur le village et ce serait catastrophique. Donc de changer les plans de construction pour que la fosse septique puisse être construite au milieu du village, voilà, et non en hauteur, dans les hauteurs où ce serait terrible comme répercussion écologique, hein. Donc forcément, voilà, et comme ça a un coût de faire ça, il faudrait revoir le projet à zéro. Le PDG de la firme voilà, ne veut rien entendre, donc c'est très très compliqué. Voilà. Mais du jour au lendemain, Takahashi va se découvrir, on va dire, un intérêt pour la vie dans la nature, puisqu'elle est très enviable de par les citadins, voilà, ceux qui vivent à Tokyo, ils sont très envieux finalement de cette nature. Donc on sent le côté où il y a les personnes qui vivent constamment dans la nature et ceux qui l'envient puisqu'ils vivent dans une atmosphère qui est terrible. Voilà, donc c'est l'affrontement entre des personnes qui n'ont rien à voir. La cohabitation va être difficile et on sent que c'est même au-delà en fait de l'écologie finalement. Ce n'est pas simplement pour l'écologie que ces villageois se battent. C'est aussi pour leur intérêt personnel, finalement. Et l'intérêt de tous, surtout. Personnel, mais de tous, en fait. Parce que, voilà, les choses peuvent bien se passer si tout le monde s'écoute et que les choses sont faites en écoutant tout le monde. Mais, évidemment, c'est plus compliqué que ça. C'est ce que présente le film, voilà. Parce qu'on sent que, voilà, on voit bien que certains villageois ne sont pas là depuis très longtemps. Donc ce n'est pas simplement pour sauver l'histoire de ce village, mais c'est aussi surtout pour que ce projet soit viable, tout simplement, et que les individus s'écoutent et réussissent à trouver un accord qui puisse faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, avec certains compromis que certains pourraient faire, en fait, sur place. Mais c'est plus compliqué que ça, voilà. Donc ce film montre très bien tout ça. Voilà, donc on a cette séquence de réunion qui pourrait résumer à elle seule finalement le film. Mais on a besoin de toute l'introduction, malgré tout, puisque l'introduction du film, justement, est sans dialogue. On est en pleine nature, on voit les tâches quotidiennes, en fait, des villageois sur place, notamment de Takumi avec sa fille. Et le film s'ouvre, justement, sur ce que j'adore, c'est-à-dire un plan qui est purement cinématographique, presque art et essai dans le style, hein, vous voyez, un petit peu à la Glaser, hein, j'adore Jonathan Glaser, comme vous le savez, où on a donc cette caméra qui est dirigée vers le ciel, comme ça, hein, c'est une contre-plongée, en travelling sur les arbres, hein, on devine la cime des arbres, comme ça, et les branches, comme ça, sur un ciel blanc, en fait, et puis donc les branches passent comme ça, vous voyez, au-dessus de nos têtes. Et un petit peu à la manière, je dirais, ces branches, on a l'impression que c'est aussi un peu ce qui se passe aussi dans le blanc de nos yeux, en fait, hein, dans le blanc de l'œil. Vous savez, il y a ces vaisseaux sanguins, conjonctives, hein, comme on dit, ce qu'on a quand on a une conjonctivite, hein, ces vaisseaux sanguins comme ça, qu'il y a rouges, hein, vous voyez, un peu des nervures rouges comme ça dans le blanc de l'œil, sur les côtés. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que j'aime bien aussi quand le cinéma, quand l'image, rappelle des éléments de la vision, de l'œil,
œil, de la caméra, de l'objectif comme ça, donc je trouve que c'est assez bien vu. Et à la fin de ce long travelling, on découvre qu'en réalité c'était la vision eh bien, de sa fille, hein, Anna, qui regardait comme ça vers le ciel. Donc c'est assez intéressant de voir que eh bien voilà, on se place finalement à hauteur d'enfant, j'allais dire, de l'innocence hein, face à la nature, comme ça, c'est assez beau. Et on sent que toutes les séquences d'introduction servent justement à présenter eh bien, la vie dans la nature, le côté innocent, le côté beau, etc. Et la menace qui va finalement petit à petit arriver. Donc elle est nécessaire, cette introduction. Vous allez peut-être trouver un petit peu lent, mais c'est normal. Et ensuite, la deuxième partie va être beaucoup plus dans le dialogue, voilà. Et avec un final que je ne révélerai pas, bien entendu, mais qui m'a un petit peu dérouté, qui va certainement vous dérouter aussi. Je ne m'attendais absolument pas à ça, d'autant que le film était très subtil et très fin dans son analyse et dans sa mise en scène, pour finir dans quelque chose qui revient dans quelque chose d'assez bestial, hein, voilà, sur quelque chose plutôt porté sur le corps que sur la parole. Donc d'un seul coup, cette bestialité finale est assez étonnante, voilà. Mais c'est vrai que après coup, parce que j'étais un petit peu déçu de la fin, pour tout vous avouer, en sortant de la salle, mais en décantant un petit peu le film, en digérant le film, je me suis dit que finalement, c'est vrai que quand on revoit le film, une deuxième lecture peut être intéressante, eh bien, il y a beaucoup de choses sous-jacentes, finalement, qui énervent petit à petit Takumi, on le sent bien, hein. C'est-à-dire que vraiment, ne serait-ce que couper du bois pour Takahashi, hein, donc un des deux agents de communication, eh bien on sent que c'est plus un amusement, c'est-à-dire que c'est plus un délire qu'un véritable amour pour la nature, vous voyez. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce film montre que finalement, l'être humain, en pensant, en croyant faire le bien, eh bien parfois, eh bien, crée le mal, en fait, justement. Fait du mal à des individus en croyant faire le bien, vous voyez. Donc c'est presque illusoire parfois, c'est-à-dire que voilà, il y a ce discours sur eh bien, la communication comme quelque chose de... vous voyez, enfin, ce serait que de la forme, finalement. Hein, c'est-à-dire on achète la paix sociale avec des belles phrases, etc. C'est un petit peu ça, le film. Hein. Voilà, donc c'est assez engagé, c'est un petit peu anticapitaliste si on veut, mais c'est aussi intéressant parce que c'est pas totalement manichéen. Mais j'étais quand même, je vous dis, je reste un petit peu étonné de la fin. Bon, évidemment, elle contraste, hein, c'est intéressant quand il y a du contraste, ne serait-ce qu'en image, en photo, quand les choses sont contrastées, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, ça contraste justement, cette mise en scène est contrastée, donc ça donne à penser à la fin, vous voyez. Donc, à partir de là, c'est gagné. Mais j'étais étonné, voilà, j'étais juste étonné de cette fin, voilà, qui pourrait d'ailleurs presque être une fausse fin, un peu fantasmée, on pourrait croire que c'est qu'elle est, oui, rêvée, fantasmée, on ne sait pas si c'est une fausse, et qu'elle est juste adressée au spectateur, finalement, eh bien, pour passer un message, etc. Mais voilà, j'ai envie de dire, dans le récit, est-ce qu'elle est vraiment rattachée au récit? Ça, c'est pas sûr. Hein. Elle peut être totalement indépendante, fantasmée, comme je vous le dis. Donc à voir, je ne sais pas, ça laisse à débattre, cette fin est totalement étonnante, presque lynchienne, j'ai envie de dire, parce que d'un seul coup, on est plus dans quelque chose de quasi surnaturel, enfin c'est un peu curieux, vous verrez. Donc écoutez, pour moi, c'est quand même une surprise. Alors je suis pas... voilà, j'ai préféré nettement Drive My Car, clairement. Je pense que c'est peut-être plus accessible, malgré la longueur hein, du film de Drive My Car, hein, bien sûr. Là, on est sur 1h46, donc ça va quand même à peu près, c'est plus digeste, mais voilà, je pense que j'ai préféré Drive My Car. Conte du hasard et autres fantasy, comme je vous le dis, donc deux histoires sur les trois m'avaient touché. Et celle-ci, voilà, je pense que je vais retenir quand même ce film, c'est intéressant, voilà, mais... Voilà, je ne crierai pas au chef-d'œuvre comme certains. Enfin, j'ai vu que la presse s'était emballée sur ce film. Voilà, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est surtout la confirmation de la singularité de son auteur, Ryosuke Hamaguchi, qui est un auteur à suivre. Voilà. Est-ce que c'est son meilleur film? Je ne pense pas. L'avenir nous le dira aussi. Hein, et je pense qu'il a aussi d'autres projets qui arriveront, donc à voir. Et j'en profite pour donner une petite anecdote autour du film. Il faut savoir quand même que ce film est né... Eh bien, de la compositrice du film, en fait,
Alors, je vais vous donner son nom. En fait, la compositrice a proposé, en fait, c'est presque une commande, hein, à Ryusuke Hamaguchi de l'accompagner en tournée, parce qu'elle donnait un concert, et pour créer les images, finalement, des images pendant le concert, en fait. Et c'est là d'où c'est né. En fait, toute la bande originale du film a commencé à être écrite, alors que le film n'était pas encore fait. Voilà, donc c'est pour la petite anecdote, hein. Et voilà, c'est Eiko Ishibashi, voilà, donc qui est la compositrice des films de Ryusuke Hamaguchi, dont Drive My Car, hein, voilà, et qui lui a proposé ce projet et qui a donné petit à petit finalement ce film. Il y avait une première ébauche, hein, voilà, et ensuite le film a donné sa version finale qui est celle-ci. Donc voilà, c'est intéressant de voir que par la musique, parce que c'est vrai que le film aussi, un des acteurs du film, c'est aussi cette musique qu'on pourrait plutôt parler de bande sonore, hein, plutôt. Voilà, c'est plutôt des ambiances hein, sonores comme ça qui, effectivement, a une importance, vous verrez, hein, dans le ressenti comme ça de cette nature, hein, vraiment pour le spectateur. Voilà. Donc écoutez, je vous recommande cette surprise, belle surprise, oui, alors évidemment, c'est perfectible, hein, je dirais que c'est un bon film, perfectible, certes, mais c'est un bon film tout de même. Donc je vous recommande Le mal n'existe pas, voilà. Ça vous prend 1h46 pour découvrir quand même un auteur. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée si vous ne connaissez pas. Voilà, donc je vous recommande. Donc le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi, Le mal n'existe pas, à découvrir dans les salles de cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. J'en profite pour vous annoncer d'ores et déjà la prochaine vidéo donc qui sera consacrée à Civil War, déjà parce que j'aime beaucoup le travail d'Alex Garland et ensuite parce que je suis fan de l'actrice principale, bien entendu Kirsten Dunst, voilà. Donc il s'agira de ma prochaine vidéo qui devrait sortir donc d'ici la fin avril, voilà. Donc en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end et d'ici la prochaine vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!